est-ce que tu es noir? Alors, là, je dirais oui et non. Je dirais oui s'il n'y a pas de majuscule, indéniablement, et je dirais non s'il y a une majuscule. Donc, on est au cœur du problème, majuscule ou minuscule, et en effet, sur le titre de ton livre, « Les Noirs n'existent pas », c'est avec une majuscule. Qu'est-ce que ça change, la majuscule, lorsqu'on parle de ceux qui ont comme couleur de peau le noir? Alors, ça change deux choses, en fait. Si on est dans la minuscule, on admet que c'est un adjectif et que donc il y a plein d'autres choses qui vont pouvoir définir mon identité. Et qui viendront, quand on commencera à parler, on rajoutera des adjectifs et peut-être on aura une petite idée de qui je suis. Il y a du mouvement. Maintenant, s'il n'y a plus la minuscule et qu'on est dans une majuscule, donc que c'est un non, on affirme que, en fait, à l'intérieur de ça, il y a des présupposés, en fait, et que donc moi, je dois répondre, j'appartiens donc désormais à un groupe, que ce groupe fonctionne en masse, donc ma singularité n'existe plus, je ne suis plus un être ni de culture ni d'histoire, je deviens quelqu'un qui appartient à un groupe avec une identité figée, en fait. Il n'y a pas de culture possible, c'est-à-dire c'est de la nature, on est noir par nature, et donc on fait des choses parce qu'on est noir, donc notre nature nous pousse à courir vite, danser bien, rigoler, et par exemple, Catherine Bigelow a sorti il y a quelques mois un film qui s'appelle Détroit, où elle raconte un assassinat qui a été fait par des policiers à Détroit pendant les émeutes. Bien. Cette femme, Catherine Bigelow, c'est quelqu'un qui a un cinéma, alors on peut dire qu'on est du direct, on est musclé, quoi. Hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de circonvolution, il n'y a pas de psychologie, ça n'a jamais été son sujet, quoi. Elle fait un film, c'est des mineurs, c'est sur des démineurs, on est avec les démineurs, elle a toujours été comme ça. Bon, elle est américaine. Elle choisit de faire un sujet sur un événement américain, donc a priori, ça devrait être son sujet. Enfin, après, en plus, on pourrait discuter de quel est le sujet d'un artiste. Moi, je crois que c'est tout. Mais en tout cas, sur cette question-là, résolument, ça appartient à l'histoire de son pays. Eh bien, cette femme n'a pas pu faire le film qu'elle voulait faire parce qu'elle est blanche, et que donc, à chaque étape de son travail, on a cessé de lui dire quelle est ta légitimité puisque tu es blanche. Donc elle a dû faire la preuve de sa légitimité, avoir des consultants noirs, ce qui est très drôle parce que elle en prend 3, mais donc elle a pris 3 noirs. Mais est-ce que ces 3 noirs disent l'ensemble des noirs américains ? Je ne crois pas, donc ça veut dire qu'il faudrait consulter l'ensemble des noirs américains, ce qui quand même fait un sacré boulot. Bref, elle en a choisi 3, et on voit bien que tout le début de son film, le premier quart d'heure, il est là pour dire « je sais que je suis blanche ». Je sais que je fais un sujet, voilà, et je vous respecte beaucoup, et je vous aime beaucoup. Donc il y a toute une petite historiette en dessin qui ne lui ressemble pas du tout. Vraiment, c'est pas du tout son style. Ensuite, il y a son film qui lui ressemble énormément, donc elle nous prend par le callback pendant 45 minutes. Puis, il y a une fin qui ne lui ressemble pas du tout, pour redire à quel point je sais que, voilà, je montre pas de blanche, justement. Je sais que je suis blanche, je sais que je n'ai pas vraiment le droit de faire ce film. Voilà, je me prosterne devant vous, et vous remercie de m'avoir laissé faire ce film, et donc je donnerai de vous une image évidemment extrêmement vertueuse et tout ça. Et en plus, on voit bien quelle est la problématique, parce qu'en fait, tout ce qu'elle fait, à partir du moment où on décide qu'elle est blanche, tout ce qu'elle fait, elle ne peut pas le faire. C'est-à-dire que son travail de réalisatrice, c'est de regarder. La question du regard, c'est bien celle qu'elle a choisi d'aborder. Et en fait, comme on reproche, on lui dit tu es blanche, donc soit tu érotises le corps noir, soit tu nies le corps noir, voilà. Donc en fait, où est-ce qu'elle se met pour regarder ? Nulle part. Donc en fait, ce film est un film, un demi-film de Catherine Bigelow, et en tout cas, l'art a disparu. Il y a plus. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en revanche, quand Steve McQueen, le noir, pas le blanc, le réalisateur, fait le film 12 Years a Slave, on ne pose pas la question de comment il regarde, alors que lui, vraiment, il est dans la jubilation, c'est un doloriste, donc il a vraiment un travail sur la chair, le corps, la souffrance, le sang. C'est son sujet, ça a toujours été son sujet, en tant que vidéaste, c'était déjà son sujet, mais à la base, il est britannique. Donc sa compétence sur l'histoire américaine, si c'était ça la question, mais on voit bien que ça ne l'est pas, puisqu'on suppose que comme il est noir avec une majuscule, il sait toutes les souffrances de tous les pays du monde, donc on ne va pas lui demander comment il regarde, et est-ce qu'il y a un problème, est-ce qu'en tant que Britannique, il a un avis pertinent sur l'esclavage américain. Non, tout le monde s'en fout complètement, quoi. Donc, je vois bien que cette majuscule, elle interdit la circulation, et elle interdit surtout que l'histoire puisse être prise par tout le monde dans son ensemble, et que donc ce soit le sujet de tout le monde. Et ça doit l'être. Il y a un exemple, justement,
très amusant et quand même un peu inquiétant, c'est Katy Perry qui, à un moment donné, se fait des tresses. Et le ciel lui tombe sur la tête, c'est ce que tu racontes dans le livre. Mais oui, surtout qu'elle, c'est vraiment la chanteuse pop, on est là, youpi, tout ça, et elle fait un clip qui n'a aucun intérêt, où elle a 27 coiffures, hein, donc c'est pas qu'elle a focalisé sur les... Mais dans les 27 coiffures, elle s'est dit, ça c'est trop joli, moi j'y vais là-dessus. Et là, catastrophe... Elle se prend, et puis elle évidemment, ça l'intéresse beaucoup, Twitter, tout ça, donc là d'un coup, ça prend même pour elle une ampleur terrible, elle se dit c'est la catastrophe, et ce qui est génial, c'est qu'on est aux États-Unis, donc évidemment, tout ça est pris dans, il faut faire un acte de contrition, il faut faire des confessions, tout ça. Donc, elle fait une confession devant, pas n'importe qui, mais un monsieur qui dirige le mouvement Black Lives Matter, il s'appelle Derry Mackesson. Et donc, ils sont là tous les deux. Alors, c'est extraordinaire parce que tout ça est pop, hein, donc on est en chaussettes, sur des poufs. Hein, et donc, elle est là et elle dit, ouais, je m'en veux énormément. Elle est au bord des larmes. Elle dit, mais je ne savais pas. Et donc, elle raconte qu'elle en a parlé à une amie noire qui lui a tout expliqué et tout ça, et qu'elle ne pouvait pas comprendre, mais que finalement, elle a compris et qu'elle s'en veut beaucoup et qu'elle ne le fera plus. Voilà. Strictement, elle s'en veut beaucoup d'avoir fait des tresses africaines. C'est de ça simplement dont elle se veut. Voilà. Il y a plein d'autres trucs, elle s'en fout complètement, tout ça, ça la dérange pas, mais ça, vraiment, elle s'en veut énormément et elle promet qu'elle ne le fera plus. Et donc, en face, on a une personne qui enregistre cette parole et qui s'en réjouit visiblement en disant, si jamais tu ne le feras plus jamais, ça va. Tu es pardonné. Est-ce que du coup, tu as le sentiment, toi qui, au début de ton livre, mets une phrase de Fanon, qui est quand même des années avant notre discussion très dure, pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade, entre guillemets, que celui qui les exècre. Est-ce que toi qui mets cette citation-là, tu considères que d'une certaine façon, un certain nombre, qu'est-ce qu'on va dire, de militants noirs, par exemple, pour revenir précisément, en laissant les Japonais de côté à notre débat, est-ce que tu considères qu'un certain nombre de militants noirs contribuent eux aussi, est-ce qu'on va aller jusqu'à dire une forme de racisme ? Est-ce que tu irais jusque-là ? Moi, je pense qu'en tout cas, si une lutte intègre toutes les assignations, elle est dans un langage, en tout cas elle répond avec la langue et le dictionnaire du racisme. Donc dire justement ces associations qui d'un coup disent ça c'est de l'appropriation culturelle, donc Katy Perry, la pauvre se fait des tresses, que l'on dit africaine, elle n'a pas le droit parce qu'elle vient nier notre culture et elle ne connaît pas l'histoire des cheveux. Donc tout devient en plus complètement différent, parce que moi je connais plein de noirs qui se font des tresses africaines et vraiment il n'y a aucune lutte derrière, hein, en fait, elles se font une coupe de cheveux, quoi. Mais d'un coup, tout devient objet politique, objet de souffrance. C'est-à-dire, la souffrance est partout, en fait. Et je crois qu'effectivement, ça vient... c'est pour ça que j'aimais cette citation de Frantz Fanon, parce que c'est la même chose, en miroir. Donc, mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, si c'est pour dire les Noirs sont géniaux et c'est pour ça qu'il faut... les mettre en majuscule, ou si c'est pour dire les Noirs sont atroces, et c'est pour ça que je les mets en majuscule pour qu'on les reconnaisse bien, on dit de toute façon un lieu figé. Donc pour moi, en tout cas, ça ne permet pas de penser. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaye de réfléchir, en tout cas. Alors tout ça, tu l'expliques bien, ton livre est encore plus précis évidemment que notre discussion. Il y a peut-être juste une chose qui pour moi reste problématique, c'est que dans la lutte, par exemple, des Noirs à l'époque de Martin Luther King ou des Black Panthers, ça n'a quand même pas été complètement indifférent qu'à un moment donné, les Noirs, j'allais dire, tordent la barre dans l'autre sens, de façon exagérée. C'est-à-dire qu'un mouvement aussi de lutte, parfois, provoque peut-être, crée parfois un certain nombre d'excès. Est-ce que tu ne considères pas que parfois, il est nécessaire d'aller un peu trop loin et de faire du coup exister le noir avec une majuscule, que c'est peut-être un moment transitoire? Sauf que ce qui est très intéressant, c'est que quand Martin Luther King prend la tête du mouvement qui va devenir le mouvement des droits civiques, donc au moment du boycott, quand Rosa Parks fait le geste de ne pas céder son siège, la pensée, et c'est ça qui est très puissant, c'est-à-dire le premier discours qu'il fait, il se positionne dans un truc très précis. C'est pour ça qu'on choisit Rosa Parks et pas une autre personne, parce qu'il y avait d'autres personnes qui ont fait ce geste, mais c'est elle qui va être l'héroïne de cette lutte. Et en fait, elle est l'héroïne de cette lutte parce que physiquement, elle est enviable pour les Noirs, parce qu'elle est claire de peau, cheveux raides, et qu'elle n'est pas effrayante pour les Blancs. Donc elle ne répond pas aux assignations. Et il pense son premier discours en disant pas une Noire s'est fait arrêter dans le bus.
une citoyenne américaine s'est fait arrêter dans un bus. Et en fait, il pose la question justement à la population blanche, est-ce que vous trouvez normal qu'une citoyenne américaine qui a payé son billet pour un trajet se fasse arrêter et finisse en prison? Si vous répondez oui à cette question, alors vous assumez. Si vous répondez non à cette question, alors vous assumez. Et en fait, tout ce mouvement est tenu par un groupe qui agit du point de vue légal qui s'appelle la NAACP. Et la NAACP s'est fondée sur l'idée justement de tout un tas de gens, blancs, noirs, protestants, juifs, indiens. Tous ces gens-là se sont associés au moment d'un lynchage qui a lieu au début du XXe siècle en disant nous, citoyens américains, ne jugeons que ça n'est pas possible. Donc c'est ça aussi. Et en fait, tous les gens qui vont s'agréger à cette lutte sont des gens qui vont découvrir, notamment en Alabama, la personne qui gère la NAACP à cet endroit-là, c'est un monsieur qui était parfaitement analphabète, qui connaissait rien, qui devient employé des wagons-lits, qui part avec son boulot et qui va découvrir à New York une réunion de la NAACP. Et il découvre un autre mode de fonctionnement entre les gens. Et pour lui, c'est inédit. Parce qu'il y a des Blancs qui parlent à des Noirs normalement. Il se dit, tiens, c'est bizarre ça. Et donc, il va se dire, moi je vais monter une antenne. Et c'est par lui que des choses vont arriver. Donc ce qui est intéressant, c'est justement qu'à un moment, il y a une transcendance et que des gens décident que la question, c'est celle du pays et de la citoyenneté. Et est-ce que c'est recevable? Alors après, la génération d'après qui sera représentée par Malcolm X, parce que ça prend du temps et que c'est compréhensible, dira, je crois qu'ils ont raison, en fait, il faut faire une ségrégation, il faut qu'on parte dans l'idée qu'on est très différents, très distincts, mais à un moment, en fait, finalement, les assassinats vont faire que ces deux hommes ne pourront pas se rejoindre, mais leur pensée était en train d'avancer l'un vers l'autre. Et tous les gens qui étaient dans les Black Panthers, qui étaient vraiment les plus radicaux dans l'idée ils ont raison, en fait, nous, c'est l'Afrique. Bon, beaucoup sont partis, notamment au Libéria, et en fait, ils se sont vus arriver là-bas et constater qu'ils étaient américains. Donc, ils ont reproduit des choses parfaitement américaines dans un pays parfaitement africain, et ils ont constaté ça.